Merci beaucoup, merci à tous. Bravo d'avoir trouvé la salle. Alors visiblement c'est la salle de conférence du PSG, d'après ce qu'on m'a dit, donc profitez des fauteuils de couleur. Au-delà de la blague, thème assez intéressant qu'on va essayer d'articuler autour de la valeur ajoutée, parce que je pense que c'est quand même ça le sujet, et comment les startups qu'on a la chance de recevoir ici apportent de la valeur à l'assurance au sens large. Je vais vous laisser vous présenter, et pour faire ça de manière assez rapide, ce que je vous propose, c'est peut-être d'expliquer à peu près où vous êtes sur le marché, tant sur la chaîne de valeur qu'en termes de ligne de produits, donc approximativement, mais comme ça chacun pourra vous positionner de manière à peu près adéquate dans le marché. Et je propose qu'on commence par toi, Adina. Bonjour donc tout le monde, merci d'être là. Active Asset Allocation est à la base une société d'ingénierie financière, donc nous venons de cette partie-là, ingénierie, et nous évoluons aujourd'hui dans l'assurance vie avec une offre digitale qui est une place de marché pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème, c'est-à-dire compagnies d'assurance, sociétés de gestion et réseaux de distribution d'épargne. Merci beaucoup, puis après on va reprendre un ordre un peu plus classique. Christophe, est-ce que tu veux dire quelques mots sur les Hawkers? Donc, nous, dans le métier, c'est le Yard. Donc, on distribue et on gère sous la marque les Hawkers. On couvre les biens de la famille, c'est-à-dire que ce soit l'auto, la maison, la moto, le smartphone et le vélo. La promesse de l'Eocare, c'est finalement derrière un seul contrat unique, de réunir toutes les problématiques de la famille avec l'enjeu de flexibilité. Et on est surtout une société technologique. C'est de démontrer que l'assurance de demain, en intégrant certes de l'actuariat, mais aussi du digital et du comportemental, pourra continuer à assurer les gens dans des modèles économiques viables et surtout dans un modèle collectif, lui aussi français, pour la pérennité de l'intérêt commun. Benoît. Donc, Benoît Pastorelli, donc, je suis le CEO de Continuity. Nous, on est un partenaire tech pour les assureurs. Donc, on a vraiment un positionnement de SaaS vertical. Et on est spécialisé du marché du yard, donc dommages, marché des professionnels, entreprises immobiliers. Et ce qu'on fait, c'est de l'aide à la souscription, donc aide aux sélections du risque, suivi du risque dans le temps, grâce à l'IA et l'open data. Philippe. Bonjour à tous. MySophie est une plateforme digitale aujourd'hui articulée autour de l'agrégation de la donnée et de la réconciliation de la donnée, ce qui nous permet d'intervenir très directement sur la relation client, la distribution de produits d'assurance, spécifiquement en santé et en prévoyance, et demain, la digitalisation, ou en tous les cas l'amélioration des processus de gestion des sinistres, à savoir très directement les remboursements de soins. Et Virgile. Donc bonjour à tous, Virgile Delporte. Donc moi je suis le cofondateur de Testamento, et donc Testamento, il y a 10 ans quand on a créé la société, on a digitalisé le testament, d'où le nom, et on a opéré un pivot il y a 5 ans pour devenir éditeur de logiciels à la demande des assureurs, donc sur la partie assurance de personnes et distribution, avec des gammes de logiciels pour les aider à mieux vendre l'assurance de personnes, qui est un sujet complexe, et mieux assurer la partie, on va dire, service client autour notamment de la problématique de la clause bénéficiaire qu'on a digitalisée dans des parcours avec des grands acteurs de l'assurance. On reviendra évidemment sur la notion d'expérience utilisateur et comment les startups amènent un peu de fraîcheur et améliorent les parcours clients. Mais peut-être pour commencer, je voulais qu'on revienne ensemble sur le fameux dilemme qu'on voit dans l'assurance, mais probablement dans d'autres industries, qui est le make or buy. En gros, j'ai un problème, est-ce que je le développe en interne ou est-ce que je vais m'appuyer sur une startup externe. Et donc l'idée c'était d'avoir vos retours un peu concrets, peut-être des exemples que vous pouvez donner sans forcément citer les corporates avec lesquels vous travaillez, mais voilà, essayer de se nourrir et aussi voir, parce que vous avez la chance d'être sur le marché depuis quelques années pour la plupart d'entre vous, du coup voir si ça avait changé. Est-ce que les corporates sont plus à l'aise avec le fait de s'appuyer sur des solutions externes ou pas? Donc voilà, quel est votre ressenti là-dessus? Peut-être Virgile, déjà toi, ton expérience là-dessus, et je crois que notamment tu voulais reparler de la notion SaaS, mais je te laisse répondre de manière plus large à la question sur le make or buy. Oui, donc d'abord sur la partie make or buy, effectivement sur l'ensemble des technologies qu'on a développées, il y a toujours une barrière à l'entrée qui est plus ou moins considérée comme élevée sur les acteurs, leur DSI interne, leur capacité à faire. Donc on a trois options, le make or buy, alors le won't do, donc c'est je ne fais pas. Ce n'est pas sur ma priorité absolue, dans la mesure où j'ai déjà des transfos en cours de mon système d'information. Donc tant que
le système d'information n'est pas disponible, en tout cas ouvert, avec des possibilités de se connecter via des API, alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien de parler avec un écosystème. Donc premier point. Deuxième point, sur le SaaS, en fait on a découvert très récemment, on a quelqu'un qui est chez nous d'Arkea, et qui nous a dit en fait le monde de la banque ne connaissait pas le SaaS il y a 3-4 ans. 3-4 ans. Nous on a construit Testamento en SaaS il y a 10 ans. Et en fait, avec AWS, c'était de la science-fiction pour beaucoup d'acteurs de l'assurance, de la banque. Et donc, en fait, alors il y a une maturité qui est en train de se prendre à vitesse élevée. Et notamment, je pense que la grande transformation s'est faite avec Salesforce. C'est Salesforce qui a éduqué le marché. Et en tout cas, nous, ce qu'on voit, on est compatible avec des technologies de marché. Et forcément, travailler avec des acteurs comme ça booste énormément. C'est intéressant et ça fait du coup un lien assez évident avec le témoignage peut-être d'Adina sur comment tu démontres justement ta valeur, toi qui vends des outils notamment pour les conseillers. Et on sait qu'il y a souvent cette discussion dans le make or buy, c'est est-ce que je m'appuie sur mon réseau humain ou est-ce que j'utilise de la technologie, la réalité étant un petit peu au milieu évidemment. Et du coup, comment toi tu as vécu peut-être des changements là-dessus et pour lier avec ce que tu disais sur soit le want do, soit justement comment des gros acteurs tech ont aidé à évangéliser un peu le marché et à accélérer peut-être l'adoption de tes solutions. Oui, donc déjà, je suis d'accord que effectivement Salesforce a pas mal évangélisé le marché. Ce qui a aussi donné un grand coup de pouce, c'est le Covid. C'est que des gens qui presque ne voulaient pas toucher un ordinateur se sont retrouvés toute la journée à faire des Zooms, des Teams, etc. Et donc, il y a eu un gros push vers la digitalisation de tout ce qui pouvait être digitalisé, notamment la relation avec le client pour les conseillers, mais aussi au sein, on va dire, des sociétés de gestion, d'avoir des gérants qui ne sont pas au bureau, mais qui sont chez eux. Ça, c'était un truc incroyable. Sur le côté opérationnel chez les assureurs, d'avoir effectivement les équipes en remote. Donc, on a vu que ça se faisait et donc, du coup, ça a ouvert la porte à plein de choses. Et alors, pour nous, moi j'ai envie de dire que y a des choses sur lesquelles l'assureur n'a pas envie de déléguer et l'asset manager n'a pas envie de déléguer. Par exemple, l'allocation d'actifs, c'est quelque chose qu'ils ont du mal à lâcher parce qu'ils trouvent que c'est tellement, c'est presque viscéral. Et les conseillers ont la même approche. Alors pour les conseillers, juste pour prendre un truc en particulier, ce qu'on a proposé de faire avec notre place de marché, donc Kwanda, dont je parlais tout à l'heure, c'est de leur donner une vision sur les performances des gestions pilotées. Donc les performances des experts aux conseillers, pour qu'ils puissent eux-mêmes regarder leur portefeuille dont ils connaissent les performances et se dire, bon, je fais vraiment un meilleur job que Rothschild, que Amundi, que n'importe qui. Dans quel cas, il devrait continuer surtout. Ou alors, ma perf n'est pas très différente, donc autant que je me concentre sur les clients. Ou alors, carrément, je suis à l'ouest, j'oublie. Voilà. Donc ça fait partie des choses comme ça que le digital permet finalement d'ouvrir les yeux des gens et de leur donner la possibilité de choisir. Et après, il y a le nice to have et le must have. Et donc, effectivement, dans le nice to have, c'est dur. Là, vous pouvez ramer. Bon, ça fait 13 ans que je rame sur certaines choses. Ça n'arrivera jamais. Et le must have, donc typiquement les choses qui sont régies par la réglementation, quand il faut compliance, etc., etc. Là, tout d'un coup, ça se débloque. Et aujourd'hui, ce qui nous aide, je pense, plus que tout, c'est que toutes les équipes de tous les instituts de la place, assureurs en l'occurrence, mais sont cramées jusqu'à 2025. Donc, ils sont bien obligés de faire avec nous. Et justement, merci pour la transition, mais du coup, sur ton retour, Benoît, là tu parles de roadmap un peu cramé, pour reprendre ton terme, pendant les 24 prochains mois à minima. Ça pose souvent la question qu'on entend dans la Startup Nation, qui est ok, comment je vends à un assureur et comment j'arrive à faire affaire avec notamment la DSI. Est-ce que c'est un sujet chez toi où tu vends de la techno, comme tu l'as dit tout à l'heure, aux assureurs? Est-ce que tu as vu une évolution de ce point de vue-là et quel est toi ton ressenti sur ce make or buy et comment ça a pu évoluer? C'est vrai qu'on voit une évolution et avant tout, c'est pas un tabou. Enfin, je pense qu'il faut l'adresser de front. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit aux assureurs. On est là pour utiliser nous de manière un peu cynique pour tester des cas d'usage,
et évaluer rapidement si ces cas d'usage ont un ROI. Pour faire ça, il faut, et c'est un peu comme ça qu'on a construit l'offre, c'est être capable d'avoir des cas d'usage qu'on peut déployer sans aucune implémentation IT, parce que sinon, c'est 2 ans, on prend 2 ans de délai. Et une fois qu'on a fait les tests et démontré le ROI des cas d'usage, en fait, on sait qu'il va y avoir une discussion au moins en interne sur est-ce qu'on réinternalise ou est-ce qu'on fait avec Continuity. Et donc autant avoir cette discussion ouverte, parce que, et je pense que c'est là aussi où on a vu une évolution des DSI, c'est on vient, je pense, naturellement ouvrir le capot pour leur dire, bon, bah, si vous voulez faire en interne, voilà comment on l'a fait, donc évaluer le coût, donc comme ça vous pouvez vous faire une idée de est-ce qu'on va être plus performant et moins cher. Et après, il y a aussi une autre discussion qui elle est indépendante des coûts, c'est est-ce que vous avez l'impression de déléguer votre avantage compétitif ou votre avantage concurrentiel. Et je pense que sur ça aussi, au fil des années, on a bien tracé une ligne rouge sur le fait qu'on allait, on ne demandait pas de data ni de tarification, donc pas de données de primes et pas de données sinistres, ce qui permettait de dire, on est nous sur de la qualification du risque, donc est-ce que vous avez une bonne représentation du risque en portefeuille, votre avantage compétitif et de tarification et de gestion sinistre, vous le gardez. Et je pense que c'est un peu comme ça qu'on arrive à aujourd'hui avoir des discussions ouvertes et constructives où à la fois on vient rassurer le métier, preuve de ROI rapide, rassurer le métier sur la partie stratégique, et puis je pense qu'il y a une vraie évolution côté DSI sur maturité et coût de la tech, et donc plutôt de réflexe de ça sera très facile de le faire en interne. Et justement, s'il y a bien, donc j'entends cette idée de mesurer le ROI, montrer qu'il y a de la valeur, ou même classer en fait les personnes, aider finalement à les orienter vers ceux pourquoi ils sont particulièrement forts ou fortes. Il y a un autre sujet au-delà du make or buy que je trouvais assez intéressant à couvrir, c'était la notion d'expérience utilisateur ou d'expérience client. Parce qu'en fait, intuitivement, c'est typiquement un truc qu'on a du mal à mesurer. En réalité, il y a plein de manières de le faire. Et du coup, je voulais vous entendre là-dessus sur justement comment vous percevez que voilà, l'amélioration, le côté digital first, voire mobile first de vos différentes solutions permettent d'apporter de la valeur à l'assurance. Et Christophe, peut-être pour commencer avec toi, tu avais aussi soulevé dans la préparation un impact aussi sur le comportement que je trouvais assez intéressant. Quand les insurtech sont nés dans le B2C, c'était souvent, ça a 0 valeur parce que c'est juste un portail avec une application. Donc bien évidemment, faire un portail, une application, même en sortant d'école d'ingénieur d'informatique, on sait le faire. Et c'est pas ça qui va disrupter un marché. Ce qu'on oublie drastiquement, c'est que pour avoir cette expérience client temps réel, pour pouvoir prendre une photo d'état d'un permis à la souscription pour éviter la fraude, pour éviter des augmentations au terme, et avoir l'état du véhicule, c'est des fois plus intéressant de connaître l'état du véhicule que d'augmenter de 5%, etc., etc. Eh bien, ne serait-ce que de mettre une photo associée à un contrat, ça paraît tout con, parce que tout le monde sait faire ça, sauf qu'il faut avoir un système d'information qui va en adéquation. Et donc, je crois que ce qu'il faut voir, c'est que plus on voit que cette expérience client est fluide, ça veut dire plus l'IT est costaud, plus elle est en réel. Et pouvoir intégrer à la fois des visions actuarielles, je dirais assez anciennes, sur un zonier, un CRM, etc., etc., mais pouvoir se dire que, par exemple, la compliance, elle est quand même plus intéressante quand on vient d'un comparateur que quand on vient de chez Google. Mais le client, il est moins fidèle. Donc, qu'est-ce qu'on doit traiter ? L'aspect de défaut de paiement, il est finalement assez intéressant, contrairement à ce qu'on croit, c'est Snapchat et TikTok, et pas super chez Meta. Hein, voilà. Et le téléphone parle. Hein. On préfère des clients dont la version d'OS est très récente que des clients qui ont des versions d'OS assez anciennes. Et donc l'expérience client qui donne cette simplicité qui s'arrêterait à du code presque on va dire HTML, c'est justement toute cette capacité de traiter en temps réel à la fois des dimensions underwriting, la dimension digitale qui est finalement des canaux, mais aussi la dimension comportementale, vous le savez, revenir 2 fois en arrière quand on vient de faire une souscription, ça tend un peu la tarification, on comprend pourquoi. Mais voilà, quand on peut mélanger tout ça, et aussi dans la vie du client, parce que l'expérience client, c'est pas juste une souscription, hein, c'est gagner du temps au moment de l'avenant. Quand je prête ma voiture à Florian, juste une photo du permis, c'est identifié, et on y va. L'hivernage, autant de fois que l'on veut, moitié de l'année, c'est pas un coup de fil. Voilà. Donc, je crois que l'expérience client, on l'a un peu vu juste dans une vision presque d'IHM, hein, limite pas au crayon. Et je crois que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tout l'enjeu, c'est cette virtualisation. Et c'est vrai que quand on est une jeune société comme nous, c'est assez facile parce qu'on part de zéro.
Donc voilà, quand on part de from scratch. Et nous, on n'a pas un ADN de monde de l'assurance, hein, on vient plutôt du digital en ayant construit plein de plateformes B2C, que ce soit dans les utilities, dans les télécoms, etc., etc. Et nous, par exemple, ce qui nous inspire le plus dans le parcours client, c'est plutôt le gaming, c'est pas l'assurance. Hein, voilà, c'est ça voilà. Et on a construit notre SI à l'envers. Hein. Nous, il n'y a pas la notion de risque, c'est moche. Hein, c'est pas un risque avec des garanties, un payeur et puis derrière un individu. Non, c'est Christophe Dandois avec son iPhone, sa version d'OS, le nombre de fois il se connecte, par quel canal il est arrivé, quelle est sa version de PC, etc., etc. Hein. Donc je pense que, voilà, juste je voulais dire, j'ai souvent entendu, trop souvent, pardon pour cette forme nulle, trop souvent entendu qu'on a réduit ce qu'a apporté ces sociétés juste par de l'IHM. Et je pense que faire un site internet ou une application d'un grand groupe, ça n'a rien à voir avec la capacité de temps réel. Et le temps réel, c'est servir le client et c'est servir le S sur P aussi, parce que être capable d'identifier à la souscription, à l'avenant, même au moment de l'assistance, un comportement, on sait tous que la fraude, c'est peut-être 7 à 10% du S sur P global, donc c'est quelques milliards. Exactement, faire une application mobile c'est facile, faire une bonne application mobile c'est autre chose. Et justement Philippe, toi qui justement développe des solutions mobile first et travaille aussi avec des grands groupes, alors plutôt sur la partie santé d'ailleurs, ça serait intéressant de t'entendre là-dessus sur, on dit souvent dans l'assurance c'est complexe, bon il y a des produits qui probablement sont plus complexes que d'autres, et puis comment tu vois justement l'expérience utilisateur, l'amélioration de l'expérience utilisateur, la digitalisation de cette relation dans la possibilité ou dans la valeur que vous ajoutez aux grands groupes avec lesquels vous travaillez, notamment pour retenir les clients, puisque c'était un truc que tu mettais en avant tout à l'heure dans nos discussions. Ouais, quand on a créé MySophie, on ne s'est pas attaqué à la souscription, on s'est attaqué à la gestion des sinistres en santé. Pourquoi ? Parce qu'on a considéré, et comme beaucoup malheureusement, que personne ne comprenait rien sur l'assurance santé. Et quand on parle d'expérience utilisateur, on parle avant tout de redonner de la confiance dans son assurance, dans son assureur, dans la personne qui va effectivement gérer le produit. Importe peu d'ailleurs que ce soit de la santé ou autre. L'idée, c'est effectivement que cette industrie puisse, au travers de l'expérience client, générer de la confiance, générer de la satisfaction, de manière à garder des clients le plus longtemps possible. On ne vous fera pas l'article sur les sommes colossales qu'il faut dépenser pour acquérir, mais par contre, personne ne parle effectivement du fait qu'on pourrait légèrement investir pour garder ces clients le plus longtemps possible. Comment on fait ? On leur parle, on communique avec eux. MySophie aujourd'hui a une application mobile gratuite qui est disponible sur les stores. C'est in fine la vitrine de l'entreprise. Et on a aujourd'hui des utilisateurs, un peu plus de 500 000, qui viennent nous voir 7 fois par mois. Or, je ne gère pas leur contrat santé. Ils ne font que venir inscrire leur contrat sur l'application et ils peuvent le gérer au travers de ce contrat. Mais pourquoi ils viennent in fine ? Ils viennent parce qu'ils ont l'impression, et ils ont le sentiment en tous les cas, qu'ils comprennent mieux. C'est aussi ça l'enjeu de l'expérience utilisateur. C'est pas et je rejoins ce qui vient d'être. C'est pas tant le fait de pouvoir faire une super appli, une super app ou un super site web. C'est effectivement de savoir que fait l'utilisateur à chaque moment de son expérience, de la vie qu'il a avec son application mobile. Parce que c'est in fine la seule kinesthésie qu'il peut avoir avec vous. Surtout quand on vend de l'assurance santé en collective et qu'in fine on ne connaît pas les salariés. Et donc ça, c'est la vitrine de demain, ce qu'il va falloir faire en termes d'expérience utilisateur, à savoir confiance et satisfaction. Merci beaucoup. Autre sujet que je voulais couvrir, et peut-être pour revenir au terme de financement, parce que c'est quand même un élément dont les startups ont besoin, et peut-être pour aller au-delà de la petite musique qu'on entend régulièrement, hein, le financement est en baisse, blablabla. Bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Très bien. Maintenant qu'on a dit ça, ce qui était intéressant, parce qu'on a la chance d'avoir plusieurs d'entre vous qui ont levé notamment des fonds ou qui ont eu à lever des fonds avec des corporates. Ce qui était intéressant, c'est peut-être de voir la valeur ajoutée que vous percevez à avoir ces acteurs en place, comment ils ont pu vous être utiles ou pas. À nouveau, le but, c'est pas de les nommer forcément, mais voilà, de se dire, tiens, est-ce que vous voyez une différence entre un investisseur un peu traditionnel
et un investisseur qui vient de l'assurance, qu'est-ce qu'il a pu vous apporter? Et peut-être pour commencer avec toi, Benoît, puisque toi, c'était plutôt, t'es issu, si je peux résumer ça, d'un startup studio, d'un grand assureur. Et voilà, est-ce que ça a été utile ou comment tu as perçu la valeur au démarrage d'être comme ça accompagné par un gros acteur? Je pense que nous, ça nous a permis quasiment, c'est le premier mois après la création de la société, d'avoir accès à des données qui représentaient plusieurs pourcents du marché pour tester plein de cas d'usage. En fait, ça nous a fait gagner quasiment 2 ans pour tester les cas d'usage, identifier ceux qui apportaient le plus de retour sur investissement. Et ensuite, je pense que ce qui nous a, après, c'est vu le positionnement qu'on avait d'être un partenaire pour plusieurs assureurs. On a aussi, du coup, un peu ce lien capitalistique a disparu pour faire rentrer des investisseurs plus traditionnels qui sont des VC, pour le coup, des financiers classiques. Adina, toi, tu as eu l'occasion aussi de faire rentrer il y a quelques temps maintenant un corporate. Est-ce que tu vois une petite différence entre sa manière d'appréhender la relation avec toi et avec ta société versus un acteur un peu plus traditionnel? Est-ce qu'il y a des choses, voilà, peut-être pour les startups qui nous écoutent dans la salle et qui pourraient bénéficier de tes lumières, ou à l'inverse, des corporates qui sont dans la salle souhaiteraient investir et pourraient aussi apprendre de ce que ressent la CEO d'une startup qui a autour de sa table un corporate? Oui, alors vous me voyez un peu embêtée. Si on pouvait arrêter l'enregistrement, ça m'arrangerait beaucoup. Effectivement, j'ai levé des fonds et donc dans ceux qui m'ont effectivement apporté cet argent dont j'avais besoin à l'époque, c'était en 2019, donc j'ai levé presque 4 millions. Il y avait un fonds un peu classique régional en fait, et puis deux VC issus de compagnies d'assurance. Très différentes, les compagnies d'assurance, et l'expérience avec elles également. Alors, le VC, grosso modo, gentil, voilà, aucune connaissance du marché, aucune ambition là-dessus, donc voilà. Non, mais il m'a vraiment beaucoup aidé en apportant l'argent. Hein. Non, mais c'est vrai. On apprend nous aussi. Hein. Et les fonds d'investissement, donc des compagnies d'assurance, donc il y en a un. Donc déjà, c'était pas les compagnies d'assurance en elles-mêmes qui sont rentrées au capital. Et donc vous savez tous qu'il y a un Chinese wall entre la compagnie d'assurance ou l'instit et son VC. Donc déjà ça c'est important. Et donc il y en a un d'entre eux avec qui il se trouve que j'ai fait beaucoup de business. Qui était dans une démarche constructive. Alors on n'était pas sur des POC, on était vraiment sur des vraies constructions de produits. Après on était déjà vieux quand on a levé des fonds, puisque la boîte existe déjà depuis 13 ans. Donc on a vraiment déployé avec eux absolument tout ce qu'on fait, et plus on fait à fur et à mesure qu'on fait des choses nouvelles, eh bien ils sont intéressés par ça également. Donc une magnifique expérience, voilà. Très belle expérience. Et puis l'autre, avec lequel on n'a rien fait. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que souvent il y a et je m'arrête là. Ouais, non, mais tu as raison. Et chacun pourra aller regarder. Non, mais au-delà de la blague, je trouve hyper intéressant, et après, Philippe, ça sera intéressant aussi de t'entendre là-dessus, parce que je crois que tu as plusieurs corporates aussi autour de la table. Mais dans ce que tu viens de dire, 2 corporates qui ont investi, un avec qui tu as travaillé, l'autre avec qui tu n'as pas travaillé, ça montre qu'il n'y a pas de règle. Et ça, je pense que c'est aussi important à avoir en tête, parce qu'il y a souvent un fantasme ou une peur, je ne sais pas dans quel sens, des entrepreneurs qui lèvent avec des corporates, qui disent « Ah, je ne veux surtout pas tel corporate, parce que sinon je ne veux pas pouvoir travailler avec les autres. » Bon, dans une précédente vie, j'étais chez AXA Ventures, et la moitié de mon portefeuille travaillait avec AXA, l'autre moitié ne travaillait pas avec AXA, donc je suis assez content que tu sortes ce chiffre-là. Et je crois que Philippe, toi aussi... donc tu as différents corporates autour de la table. C'est quoi un peu les listen learn? À nouveau, l'idée c'est pas de pointer un tel ou un tel, ou d'avoir cette stat, si tu peux nous la partager, est-ce que tu travailles avec les deux ou pas, mais au-delà de ce truc-là, c'est voilà, quelles sont les bonnes pratiques finalement dans ta relation avec le grand groupe? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter qu'un VC traditionnel n'aurait pas pu t'apporter, par exemple? En première intention, ce que j'avais envie de vous dire par rapport à ça, c'est que nous, on a choisi de travailler avec des corporates. C'était une volonté quasi ferme et définitive. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps, de l'investissement, et il y a un temps industriel. Et nous pensons qu'effectivement un certain nombre d'entreprises
dont on fait partie, a aussi besoin d'être accompagné sur un temps industriel. Et un corporate a ce mindset, alors qu'un VC ne l'aura pas forcément. Ça, c'est le premier point. J'ai 3 corporates à mon conseil, plutôt énormes d'ailleurs, et je travaille avec 2 sur 3. Donc c'est une bonne stat, et nous trouvons que c'est plutôt une bonne stat. Ce que ça nous a apporté aussi, c'est effectivement que chaque fois qu'on avait une idée, on a pu l'exprimer librement, et on a surtout pu la tester, ou en tous les cas en phase de test. Et ils se sont tous mis en 4 pour qu'à partir du moment où le conseil considérait que cette idée devait être retenue, qui la prenait et comment on la testait de manière à pouvoir à terme la généraliser. Voilà, ça c'est mon expérience aujourd'hui. Peut-être que demain on fera rentrer un VC plus classique, et in fine cette décision ne dépendra pas forcément que de moi, mais aussi de mon conseil. Mais aujourd'hui, on est extrêmement satisfait de cette démarche, d'avoir effectivement du temps. Alors, c'est pas parce que vous avez du temps que vous n'êtes pas challengé tous les trimestres. C'est 2 choses totalement différentes. Mais effectivement, c'est un temps industriel qui nous a convenu, en tous les cas, qui nous convient jusqu'à présent. Je peux juste poser une question. C'est vraiment les VC des corpos ou c'est les corpos en direct qui sont rentrés chez toi? Ah, c'est les VC. Et Virgile, toi, mouvement intéressant parce que dernièrement, et ça a été rendu public, mais tu as fait rentrer un de tes clients comme investisseur, donc mouvement un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, où d'habitude c'est j'investis puis éventuellement 1 fois sur 2 ou 2 fois sur 3, je deviens client ou partenaire. Toi, c'est l'inverse. Comment ça s'est fait, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on peut retenir, pareil, pour les boîtes qui sont dans la salle et qui pourraient être tentées d'approcher l'équipe investissement ou l'équipe corporate VC? C'est quoi les bonnes pratiques? Est-ce qui t'a peut-être décidé aussi à faire rentrer comme ça au capital un corporate? Je crois que tu en as d'autres de toute façon, ou tu en avais déjà d'autres autour de la table. Oui, donc je ne vais pas refaire toute l'histoire capitalistique de Testamento, mais la première thèse sur laquelle on a des business angels qui sont entrés en 2014, c'est le testament en ligne et la démocratisation d'un certain nombre d'actes d'anticipation successorale qui avaient intéressé des BA vraiment ambitieux. La deuxième phase, ça a été en 2019, l'accompagnement du pivot. Donc le PO, B2B, ceux qui étaient rentrés sur la thèse B2C, ça les intéressait moins, c'est bien normal. Donc il y a eu une modification de la table de capi et des nouveaux entrants. Et ça a accompagné justement, comme je l'évoquais, ce pivot, parce que devenir éditeur de soft, ça n'a rien à voir. Donc c'est une autre thèse. Et nous, on n'a pas choisi tant que ça. En fait, on allait voir des VC et des CVC, VC et corporate VC. Et en fait, ceux qui ont vraiment perçu ce qu'on était en train de faire, c'est ceux qui avaient la compréhension métier, qui avaient envie de justement restructurer eux-mêmes leur démarche commerciale, leur département succession, donc tous ces sujets-là. Eux, ils avaient un problème qu'ils voyaient qu'on adressait. Et donc, pour répondre spécifiquement à ta question sur la dernière partie, on a Massif Innovation qui est rentré au capital en début d'année, qui était un de nos plus gros clients et qui avait en fait eu une fenêtre de tir pour rentrer dans le premier tour, mais qui n'avait pas pu la prendre pour plein de raisons. Et en fait, ils ont régulièrement tapé à la porte pour dire est-ce qu'il y a une place? Et donc on s'est dit oui, il faut le faire parce qu'en fait c'est un très bel acteur avec lequel on a des très bonnes relations opérationnelles aujourd'hui. Donc forcément, on espère qu'on en tirera plus de business aussi. Mais pour eux, ça consolide une relation assez stratégique avec une start-up. Donc voilà, l'intérêt, il est double d'un côté comme de l'autre. Nous, ça sécurise une relation avec un acteur. Ça nous renforce financièrement aussi, évidemment. Et puis ça permet d'entrevoir des développements business qui sont ce qu'on va aussi chercher quand on va avec un CVC et dont il faut bien se rendre compte, mais ça a déjà été dit, que ce n'est pas systématique. Vraiment très important. CVC, avec même des gens métiers qui disent c'est génial votre truc, ça ne veut vraiment pas dire qu'il y aura du business. Voire parfois, ça veut dire qu'il n'y en aura pas. Donc il faut avoir cette lecture, c'est pas évident, et il ne faut pas être naïf en tout cas là-dessus. Par contre, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de trouver des gens qui, au-delà de l'argent, vous apportent une vision qui rejoint la vôtre. Et je pense que c'est dans les points, quand on réfléchit aux points communs qui sont entre nos différentes histoires, ce qui compte le plus, c'est que le VC, quel qu'il soit, partage votre vision du marché et envie de vous accompagner. C'est pour ça qu'effectivement, quand tu fais un pivot,
c'est normal à la rigueur, changer d'actionnaire parce que c'est plus la même personne et ils ne peuvent plus t'accompagner là où tu veux aller. C'est ça la recette, à mon avis. On compare souvent l'investissement ou la relation startup VC au mariage. Alors, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais c'est souvent une illustration qu'on prend. Peut-être pour clôturer, dernière partie, on voulait échanger sur qu'est-ce qui va se passer après, une fois qu'on a dit tout ça. Très intéressant. Et Christophe, toi, tu voulais nous éclairer. Tu l'as dit un tout petit peu tout à l'heure, hein, connaissance client, data, comportement, etc. Ce qui serait intéressant, c'est d'entendre sur un peu les nouveaux risques, ou en tout cas ce que nous, on appelle chez Astoria les nouveaux risques, le changement climatique, la voiture électrique. Tu es assez en pointe sur ce sujet-là. Et puis peut-être aussi sur la notion de l'assurance où les assureurs doivent apprendre à travailler soit entre eux, soit avec d'autres acteurs en mode écosystème. C'est quelque chose qui évidemment tient à cœur. Voilà, notamment sur ces deux aspects-là, mais de manière générale, voilà, qu'est-ce que tu vois venir et comment la tech, l'insurtech, les produits au sens technologique peuvent apporter de la valeur dans ce futur qu'on voit se dessiner. Moi qui viens aussi du monde des télécoms, j'ai vu plein d'exemples par le passé de startups qui ont été tuées. À l'époque, c'était Alcatel, il y en a qui ont été tués par Orange, enfin, etc. Et je pense que c'est assez français, hein, le fait d'opposer des nouveaux entrants avec des acteurs historiques. Je pense au marché allemand, quand on voit comment Munich Re, Allianz, on peut en citer d'autres auxquels on pense autour de cette table, qui travaillent plutôt main dans la main. Donc ça, je pense que c'est je ne sais pas si c'est un sujet culturel, si c'est historique, mais voilà, donc je pense qu'il faut changer. Pour le cas des hockey, on travaille autant avec Allianz qu'avec AXA, qu'avec Wacom, qu'avec Generali, donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Beaucoup de gens sont beaucoup plus compétents que moi dans le monde de l'assurance, mais ce qu'on voit dans le contexte actuel, c'est qu'on a tous les facteurs contre nous, l'intensité, la fréquence, l'inflation. Une voiture électrique, c'est sympa, mais surtout celles qui sont un peu innovantes, dès qu'elles touchent un trottoir, c'est 2000 € une caméra, hein, c'est pas juste une carrosserie qu'on reprend avec un petit coup de peinture. Donc il y a des vraies problématiques de fond. Une voiture électrique comme Tesla, par exemple, quand le deuxième conducteur passe d'une 205 à une Tesla, donc on a un très mauvais surpay Tesla, on nous dit mais c'est pas possible, si, parce que c'est souvent le second conducteur qui fait donc c'est plein de petites choses comme ça qui, par le biais de la data, font évoluer les choses. Et puis, là où on a intérêt à être tous solidaires, c'est que on va annoncer dans les prochains jours une signature avec un constructeur de véhicules asiatiques. Et les voitures, on va les assurer soit depuis la Slovénie, soit depuis Amsterdam. D'accord ? Donc il n'y aura pas de j'aime la Maïf ou j'aime AXA, parce que de toute façon, elle arrivera déjà assurée. Et donc il faudra être capable de convaincre qu'on fera mieux. Et donc je pense qu'on sera d'autant plus fort tous ensemble dans la chaîne, que je pense que les réassureurs sont de plus en plus intéressés par la data, parce que le comportement est en train de changer. La voiture française moyenne faisait 12 000 km avant 2019, aujourd'hui on en fait plutôt que 10 800. Hein, donc on voit qu'il y a moins de distance, donc il est aussi logique la notion de petit rouleur, ce n'est pas qu'un fait. Maintenant, on voit que la fraude est de plus en plus impactante. J'ai échangé avec des acteurs espagnols aussi qui disaient qu'ils avaient beaucoup de mal à trouver de l'assurance aujourd'hui, du portage de risque, parce qu'il y avait aussi des difficultés sur des sujets de fraude. Et je pense que d'être connecté, par exemple l'odomètre d'une voiture, on est en train de tester sur pas mal de véhicules, c'est depuis 2015, on a la capacité à récupérer pas mal de données. Donc je ne pense pas que l'InsurTech sauvera le monde de l'assurance, mais je pense qu'il y a quand même une culture technologique. Quand on vient du monde du digital, qu'on a travaillé dans le monde de la télé, quand on a travaillé dans le monde des télécoms, dans l'utilities, on voit que les dirigeants avaient une culture technologique assez naturelle. Ils viennent du monde de la technologie. Ils savent ce que c'est, virtualisation, SaaS, etc. Et je pense que c'est un peu différent dans le monde de l'assurance, où on a considéré que le sachant, c'était l'actuaire, c'était le financier, ce qui est une part, mais je pense que ce n'est pas la part du futur. Et donc je pense que tout ce qu'on représente ici, c'est d'essayer, par des biais technologiques et donc par des biais clients, à la fois de servir toute la chaîne de valeur. Et je pense que l'historique, souvent, les acteurs historiques ont les millions de clients. Les nouveaux entrants peuvent avoir des réponses pour répondre au mode de comportement. On est de plus en plus présent à la maison. On voit bien qu'il y a de moins en moins de vols. La fuite d'eau coûte de moins en moins cher parce qu'on peut couper, parce qu'on est présent. Et tout ça, ce n'est pas des modèles existants. Hein. Et je pense qu'une journée comme celle-là doit donner envie aux historiques de considérer peut-être un peu différemment, au-delà de l'aspect financier. Hein.
qui est un autre sujet. Mais je pense que les Français, sachant qu'on représente une part significative du marché européen, notamment du yard, de travailler différemment ensemble donnera peut-être un enjeu de souveraineté. Et quand on voit qu'on est en train de dématérialiser le permis, que la carte verte va disparaître au mois d'avril, voilà, je pense qu'un autre petit sujet, collectivement, cette plateforme de portabilité assurantielle qui m'est chère pour la suppression du relevé d'informations, ça paraît faire peur aux historiques parce qu'ils ont compris que le jour où il n'y a plus de RI, il va se passer des choses, bien évidemment, comme en mai 2007, dans le monde des télécoms, la portabilité mobile. Mais je pense que c'est un intérêt collectif. Si on est capable d'aller tous dans cette mobilité, comme souvent les grands groupes sont aussi dans d'autres pays, soyons forts pour s'exporter plutôt que de subir, et c'est ce qui peut nous arriver. Okay, merci pour ce panorama assez étendu. Et il y a un élément sur la partie climat ou assurance habitation que tu as évoqué. Ça fait le lien un petit peu avec toi, Benoît, où justement ta solution permet aux acteurs en place de mieux appréhender le risque sur leur portefeuille existant. Comment tu vois les prochains enjeux pour soit tes clients, soit les futurs clients de Continuity? C'est vrai qu'on parlait de partenariat. Il y a déjà quand même une beauté aussi à travailler avec des grands groupes, parce que ça permet très rapidement pour une société comme la nôtre qui a 5 ans d'existence d'appliquer de la tech déjà sur 1 million de contrats, 2 milliards de primes. Donc ça permet aussi de tester très rapidement à l'échelle. Et ensuite, je pense par rapport au contexte ou à l'actualité, on voit, nous, les acteurs du dommage professionnel entreprise, vraiment pris en tenaille entre d'un côté une injonction de devoir améliorer la maîtrise technique, donc finalement de récupérer de plus en plus d'informations sur les risques, et d'une autre côté une injonction à souscrire de plus en plus vite. Donc soit augmenter les délégations de souscription à leurs intermédiaires, soit aussi juste une requête parce que le monde a changé et prendre 3 mois pour émettre un devis, c'est plus vraiment possible. Et donc aujourd'hui, cette injonction contradictoire, ils la subissent de plein fouet. Donc c'est vrai qu'avec une tension très forte aussi sur les marchés de la souscription, juste une guerre des talents, c'est qu'il faut trouver des solutions technologiques. Et peut-être un dernier mot pour conclure avec toi, Philippe, sur les enjeux que tu imagines justement sur un autre type de produit, la santé, peut-être avec le bien vieillir, le mieux vieillir, je ne sais pas quel est le bon terme d'ailleurs, c'était peut-être un sujet que tu voulais évoquer. Je ne sais pas quel est le bon terme, je choisirais le bien vieillir, dans la mesure où effectivement il y a un allongement de la durée de vie. Malheureusement, il y a aussi une augmentation des primes d'assurance en santé. Et là, il va y avoir un casus belli, très directement. Et je pense que les acteurs que nous sommes aujourd'hui peuvent effectivement faire plus que rendre service, mais vous permettre de retrouver des marges de manœuvre. Et peut-être en conclusion, on dit ouais, on ne travaille pas assez avec les startups et peut-être que globalement on est trop concentré. Le marché de l'assurance aujourd'hui, c'est des réassureurs, c'est des porteurs de risques, c'est des courtiers grossistes, c'est des courtiers distributeurs, etc., etc. On voit bien que de toute façon aujourd'hui, tout est imbriqué. Il n'y a pas de raison, et je vous invite à avoir confiance dans les acteurs qui viennent vous voir et dans les porteurs de projets qui viennent vous voir, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas avoir confiance dans ces acteurs qui possèdent l'art de la data, en tous les cas, qui sont nés dedans, ou en tous les cas qui baignent dedans, et qui peuvent effectivement retrouver des marges de manœuvre, parce qu'en tous les cas, en santé et en prévoyance pour demain et pour les 10 prochaines années, ça va être, me semble-t-il, assez compliqué pour un certain nombre de Français. Top. Merci à tous. J'espère que ça vous a inspiré, donné des idées, que vous soyez grand groupe, start-up, ou que vous ayez envie de vous lancer sur un projet. N'hésitez pas à échanger en direct avec les 5 fondateurs, fondatrices qu'on a eu la chance d'avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Florian. Merci à tous.